Bonjour David et Napoli. Bonjour Vanda. Donc on se retrouve après presque 40 ans, 35, voilà, puisqu'on s'est connus à la fac, Paris, France, Sorbonne, et donc on faisait nos études D'art plastique. d'art plastique DOA, c'était comme Oui, ça c'était notre, DOA. voilà. Oui, oui. Et puis, et là, si tu te souviens, on faisait déjà des actions de groupe. C'est Sarah Lelamont Oui. qui nous a réunis dans un groupe qui s'appelait 100. Oui, je me souviens très bien. Sans S-A-N-S. Oui, Voilà. oui. Donc, sans rien, sans aucun soutien financier, Oui, oui. sans un but de gloire, parce qu'on Non. ne signait pas, Non. on était anonyme. Ouais, hein, d'ailleurs, notre signature était sans. Sans. À chaque fois, chaque opération organisée, qui était de, disons, plusieurs productions, disons, de différents matériaux aussi, hein. Mais à chaque fois, tu te souviens, c'était la signature, c'était ça. Sans. Même si on était un petit groupe, mais voilà. Et personne ne savait pas qui, comment, Non. voilà. Et donc c'était dans le grand anonymat. Oui. On avait fait quelque chose, je me souviens, à la place de la Bastille. Oui, on a fait beaucoup de choses aussi par mail. Non, pas par mail, vraiment envoyé par la Envoyé poste. par la poste, Oui. oui, tu as raison. On a fait aussi une action en Normandie, Oui, à Trouville. à Trouville, à la plage, Et là, alors, ça, c'était, je me souviens, quelque part le sommet de Saint, dans le sens que à la plage, c'était en hiver, pendant l'hiver, je crois, automne. Oui, Bref, voilà. hein, comme ça. il n'y avait personne, donc c'était exprès. Tu te rappelles, Sans on public. était sans public, on était allé là-bas justement pour ne pas trouver public. Ouais. Donc, Donc ça, c'était un sang contre tous. oui. Et Oui, donc, et après, chacun suivi notre chemin. Toi, le chemin universitaire. Moi, j'ai suivi mes expos, voilà, mon travail dans le milieu artistique traditionnel, galerie, agent d'art et tout ça. Oui. Mais on n'a jamais laissé tomber notre amitié. Non. Et puis, voilà, Non, jamais. Et maintenant, on travaille ensemble dans le centre de Transignum. Transignum, oui. Donc, Et ça fait aussi, on a repris depuis pas mal d'années. Hein. oui, c'est plus. Parce qu'on a eu un moment où, en fait, comme on dit, nos chemins se sont séparés, mais pour d'autres expériences, disons. Mais là, ça fait déjà pas mal d'années qu'on est revenu à l'édition, à la performance, à la poésie, à la performance, à la littérature et tout ça. Oui, voilà. oui. Et donc, moi, je veux te lancer. Voilà. Le concept que j'ai beaucoup aimé, inception, comment tu dis en italien, parce que c'est un mot latin. Oui, voilà. Oui, inception in latino. In latino, voilà. Sì. Donc, c'est encore une chose que peut nous unir, c'est la latinité. Oui. Donc, la langue italienne, la langue roumaine sont des langues très proches du latin vulgata. Oui, vulgaire en fait. Comme c'était une époque, la langue italienne, c'était le latino volgare. Et le roumain, c'était la même chose. Et donc, cette racine nous a liés aussi, parce qu'on a sorti des livres en français, bien sûr, parce que Transignum, c'est une maison d'édition française. Et puis en français, en italien, parfois en romain, en romain, en latin. Oui.
Noli me tangere. Voilà. On a dit dans le même temps. Oui. Noli me tangere. Donc, c'est sorti il y a quelques années avec Isabelle Morel et avec, oui, un texte que j'avais écrit. C'est ton texte. C'est voilà. Une sorte d'extrait d'un autre texte et qui faisait résonance un peu avec le texte Noli me tangere de Jean-Luc Nancy. Voilà. Et justement, on a le texte est traduit en 400 langues, c'est-à-dire italien, roumain, français, latin, voilà. Et voilà, 4 langues. Donc, je suis très contente de ce livre-là, qui était toujours accompagné de performances. Toujours. Ouais. Donc, on a fait, c'est vous qui vous avez fait, aussi à Rome, à Strasbourg, dans le musée. À Strasbourg, oui. Et après, et à Paris. À Paris. À Paris aussi, oui. Et en Roumanie. Oui. En Roumanie. Au musée de la littérature. Au musée de la littérature, en Roumanie aussi. Non, c'était... Et à chaque fois... donc c'était une expérience, comme toutes les performances, à chaque fois, bon, il y avait déjà une trace, parce qu'il y avait du texte, parce qu'avec Isabelle, on avait déjà répété. Il y avait aussi... la violoniste. La violoniste, dont j'oublie le nom, mais parce que moi j'oublie tous les noms. Cornelia Petroiu, voilà. Qui entre-temps, elle a décédé. Oui, oui. Et elle aussi, je me souviens que pour une musicienne, alors l'improvisation, la performance est toujours compliquée parce qu'ils ont un autre état d'esprit, mais elle aussi, elle a réussi à rentrer dans ce mécanisme. Et à chaque fois, c'était une expérience intéressante parce que c'était à chaque fois différent, même si on gardait des traces quand même, des structures. Grille, la grille était là. Était là toujours. Oui, était là toujours. Et puis je me souviens, j'étais pas, mais vous étiez très bien au musée de Strasbourg. Oui. Au musée de Strasbourg, c'était assez particulier parce que, ça pour l'anecdote, parce que dès qu'on est arrivé au musée, la responsable nous avait gracieusement indiqué un endroit où pouvoir faire la performance, mais évidemment Isabelle Morel, comme toute bonne chorégraphe et danseuse, a dit c'est hors de question. On ne peut pas faire ici, c'est hors de question. Et donc on a trouvé un endroit absolument insoupçonné entre l'extérieur et l'intérieur, avec un mur très haut. Et la performance, c'était assez tragique parce que l'espace était hyper présent. Et avec le son, il y avait cette résonance et les voix, c'était assez puissant comme entre espace et puis le costume, c'est moi qui et le costume, ouais. qui est une sorte de burqa. Mais transformé chaque fois par Isabelle dans un costume qui pouvait avoir aussi des résonances catholiques, chrétiennes en tout cas, mais aussi orientales. Donc c'était cet glissement entre l'Orient et l'Occident, et je crois que c'était assez troublant, parce que c'était ambigu. C'était ambigu, d'où l'idée, je dirais, forte de cette performance, cette ambiguïté qui sortait et de la part des images de hommes et femmes nus. Ouais. Parce que c'était comme... et donc les personnages, donc je dirais presque ces silhouettes dans l'espace, donc Isabelle et moi, avec des mouvements évidemment différents, et après se croisent. Et ça forme une ambiguïté, évidemment, une ambiguïté de genre, comme on pourrait dire aujourd'hui. Oui, et de destinée. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'avec ce travail, et donc avec le livre, quelque part, il y a aussi implicitement tout un discours de mise en danger du patriarcat. Voilà, c'est bien que c'est toi qui le dis. Parce qu'en fait, Vanda, je me souviens que justement en Roumanie, cette mise en danger du patriarcat, on l'a réalisée
parce que dans la performance, à la fin, la voix masculine, donc moi dans le cas spécifique, je tombe par terre, je meurs. Tu tombes par terre. Par terre, Voilà. et Cornelia et Isabelle, donc les deux femmes, hein, ils jettent les pupitres sur moi, et c'est ça la fin. Donc il y a, je veux dire, le système, le patriarcat s'écroule. Et en fait, on l'avait, et c'était presque naturel, on l'a pensé avec Isabelle et Cornelia comme ça, hein, et c'est devenu naturel, peut-être à force de faire la performance, comme quoi justement ce patriarcat devait s'écrouler. Oui, et Dans ça dans un pays orthodoxe, parce que la Roumanie c'est un pays chrétien mais orthodoxe, Ouais. ça peut choquer. Et d'ailleurs, tu m'as dit que ça choquait un peu, Ouais. parce que tu as eu des échos. Des Voilà. échos. Oui, parce que d'abord la performance, le texte qui est assez cru. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis le fait que Isabelle avait un costume, si je peux dire, avec une photo de nu. De nu, oui. Donc elle était nue, mais habillée. Oui. Habillée avec son image. Oui. Donc c'est vraiment un travail sur la force de l'image. Et puis là, voilà, tout à fait dans un esprit réaliste, avec un underground de toute l'imagerie chrétienne. Oui, bien sûr. Ça, qu'on peut dire que c'est une sorte de Christ. De Christ, voilà. Oui, de Christ. non, c'était très bien. Et après, pour revenir à Transignum, et donc le travail, disons, notre parcours ensemble, il y a eu aussi cette expérience, et qui c'est toujours en cours, dans le sens, c'est toujours vivant, cette expérience avec la musique aussi. Qui fait avec Bosseur. Avec Bosseur, qui fait que, pour revenir à la langue, donc c'était le texte en français, en italien, et qu'est-ce qui fait toujours ce passage entre les langues, et dans le cas spécifique aussi entre les langues musicales, et qui est, disons, tout le travail de Transignum. Oui, tout le travail que tu as fait dans le sens... Ça, je l'ai commencé déjà quand j'étais en Roumanie, avec un grand expo que j'organisais en tant que curatrice, mais ce mot n'existait pas dans les années 80. Et donc, ça s'appelait l'écriture. Et dans cette expo, qui était assez subversive pour cette année, voilà, en Roumanie, donc moi j'ai mis ensemble des partitions, des manuscrits, des œuvres autour de l'écriture, et puis des films, tout ce qui est lié à... Donc c'était une sorte de art global. Ça, c'était toujours mon idée, de réunir des arts comme ça dans un territoire commun. Pas vraiment de faire une synthèse. Non, c'était pas ça. C'était l'idée qu'on a quand même un territoire en commun. La culture, on dit ça. Oui. Et non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que dans les livres que tu as édités, et dans les livres avec moi, avec d'autres poètes et artistes, il y a toujours ces zones qui sont parallèles. Il n'y a jamais absorption. À mon avis. Il n'y a jamais une zone qui absorbe l'autre et qui efface l'autre ou qui digère l'autre et qui donc ça devient autre chose. Non, il y a toujours l'alternative, l'alternance, mais ils sont ensemble. Et ils font résonance. Dans une hiérarchie, dans une démocratie. Oui, total. Et d'ailleurs, pour parler des choses que, disons, on a fait ensemble, le dernier, la spatialisation de l'écho, c'est la preuve. C'est une énième preuve comme quoi l'image virtuelle, le texte, donc l'image, la photo de Nati, Svania,
l'image virtuelle de l'artiste autrichienne Anémona Christian. L'image, le texte que j'ai écrit et la musique, ils sont quand même, on pourrait dire, 4 langages qui se retrouvent à interagir, à rentrer dans l'espace de l'un et de l'autre, sans s'effacer, mais le contraire, à essayer de créer à chaque fois des surgissements différents et plus riches. Mais il reste quand même à leur endroit. C'est un corpus. Et donc, par exemple, dans le cas spécifique, c'est quelque chose qu'on peut lire, voir avec tous les composantes, en fait. Et maintenant, avec le QR code qu'on peut imprimer dans les livres, on a aussi la possibilité que chaque lecteur écoute la musique. Aussi. Et la musique, c'était d'Alexandre Gerban. Voilà, parce que je voulais... Donc, Transignum, et donc le parcours qu'on a fait ensemble, et le parcours que tu as fait depuis longtemps avec d'autres poètes et artistes, c'est cette façon d'être à l'intérieur, d'absorber et en même temps de laisser vivant chaque histoire, si on peut dire ça, histoire, parce que je dis c'est l'histoire, la narration, même si c'est totalement abstrait, parce qu'il y a des choses... À propos de cette confluence, si on peut dire, c'est ton livre aussi avec Jean-Yves Bosseur, qui est un compositeur très connu, et votre travail, c'était une sorte d'écriture sur des partitions. Ah ouais, c'est très beau, très beau. Très beau parce qu'à chaque fois, on se retrouvait tous d'accord. Hein, parce que ça aussi, il faut le dire, il y a quand même une harmonie au niveau du travail. Parce que c'est important, parce que s'il n'y a pas ça, on n'avance pas. Là, dans cette ère que tout le monde... Non, on n'avance pas. Et contre tout le monde. Voilà, et c'est important de le dire, parce que quand même, c'est ça qui fait avancer les choses, sinon ça bloque, on le voit. On ne se tire pas dans... Voilà, on le voit comme ça bloque ailleurs. Et là, c'était l'occasion, donc on avait pensé avec toi, avec Jean-Yves Bosseur, l'occasion de faire basculer, si on peut dire ça, l'écriture poétique, le texte, à l'intérieur de l'écriture musicale, donc de la partition que lui avait écrite. Et donc moi j'ai écrit à l'intérieur de sa partition, et donc il y a un jeu des écritures graphiques, et je me souviens c'était assez drôle avec Jean-Yves, que c'est un personnage quand même riche d'humour, parce qu'il est très... On a fait un entretien avec lui oui. aussi. Ah, avec... Et c'est drôle parce que la première proposition que je lui ai faite, c'était, je me souviens plus maintenant les détails, mais comme d'habitude, j'avais trop décalé. J'avais mis peut-être la partition verticale. Ah oui, c'est ça. J'avais mis la partition verticale. Alors lui m'a écrit un mail. Tout est possible sauf une partition verticale. Ça, non. Jamais de ma vie. Et donc, oui, ok, Jean-Yves, j'ai compris. Et après, voilà. Et donc, on a le livre. Il y a aussi cette opération graphique qui est très importante. Qui est très importante. Pour un livre, quand même. Voilà. Oui, qui est très importante. Il y a l'opération graphique et évidemment le son. Le son. Et l'opération avec Jean-Yves, qu'on l'a après enregistré dans son studio. Non, donc c'était, comme tu dis, à la fin, une sorte d'œuvre totale. C'est mon rêve de toujours. Ouais. Mais c'est pas ton rêve parce que tu le réalises quelque part avec toutes les choses que tu fais. Moi j'essaye d'entrer dans les rêves de tout le monde, bon, mes amis, pas tout le monde, et que je peux pousser leurs rêves à côté de mon rêve. Ouais. C'est ça l'idée d'inception, inceptio, comme on dit. Donc, c'est pénétrer dans les rêves. Oui. Parce que moi, dans ce monde où on ne sait pas qui est vrai, quoi, quand, comment, donc c'est une confusion totale à mon avis.
et philosophique aussi, parce que c'est la confusion voulue Oui, entre le vrai et le faux. oui, oui. C'est là où les choses basculent Mm. dans une incertitude dangereuse, à mon avis. Oui, oui. Et alors, pour rentrer dans le rêve de l'autre, alors il y a la question du rêve, il y a la question de l'autre, il y a la question du glissement du réel, et donc la réalité qui se perd. Il y a la question aussi que peut-être on n'arrive pas à faire plus la distinction, hein, c'est le distinguo entre vrai et faux, parce qu'il y a ça aussi. En même temps, comme dirait quelqu'un, en même temps, comme tu me connais, Oui. moi j'aime ces choses-là, dans le sens, quand elles sont, disons, travaillées dans le sens riche de la création et qui apportent des choses intéressantes, pas des choses mauvaises, comme tu l'entends, dans le sens d'une réalité qui se perd, qui après crée des dimensions politiques instables, non, ça non, mais parce que dès que le rêve devient une sorte de réel, pourquoi ne pas envisager que ce réel puisse être un réel riche de réalité et qui, quelque part, puisse être enfin notre réel de nos réels humains. Hein? Vivre enfin comme probablement on aimerait bien fantasmatiquement pouvoir le faire. Hein? Donc être rentré dans le rêve de l'autre, mais comme on fait dans la réalité, on rentre dans le réel de l'autre inévitablement. Moi, par exemple, à propos de rêve, bon, on laisse à côté Bachelard et tout ça. Oui. Donc moi, j'ai un rêve très réaliste, mais de façon inquiétante. Parce que quand je me réveille, je ne suis pas convaincue que je vis ça ou que je rêvais ça. Ah. Donc là, le glissement du réel très concret, quotidien, voilà, dans le rêve, ça je l'ai vécu depuis l'âge de 10 ans. Mm. Je rêvais toujours très, très, très... Des choses réelles. Réelles. Et ça pose vraiment la question de la confusion. Oui. On ne sait pas. Je rêvais ou c'était la réalité. Et c'est pas la réalité. Ben, justement, le rêve de la réalité, c'est comme c'est le rêve de quelqu'un d'autre. C'est comme si nous, on est le rêve de quelqu'un d'autre qui est en train de rêver. Voilà. Et ça, c'est le film de Nolan, qui s'appelle Inception en anglais. C'est un déstabilisant ce film, parce que quelque part, te fait rentrer dans la manipulation. Parce qu'attention, dans ce film, il y a la possibilité aussi d'anticiper, et donc la possibilité d'une manipulation après de formes de pouvoir qui s'installent et qui rentrent dans la psyché aussi d'un tissu, je dirais presque humain, totalement contrôlable. Donc là, par contre, c'est le côté, disons, panique, on pourrait dire, côté catastrophe, comme il y a des théories théories catastrophiques sur le monde contemporain. Là, oui, là, évidemment, on a peur que, quelque part, quelqu'un puisse nous manipuler sans qu'on ne se rende même pas compte de cette manipulation, parce que c'est la vraie manipulation, en fait, tu ne te rends pas compte. Après, les génies de la manipulation. Ouais, après, le rêve, dans le sens, s'il y a une chose que j'aime du rêve, c'est son détachement au niveau du temps. En fait, comme tu sais, dans le rêve, il n'y a pas une dimension linéaire du temps. Tu rêves qui était là et d'un coup, épisode suivant, tu es dans un autre endroit avec un temps totalement différent et ça se trouve que tu n'es plus le même, tu as un âge différent et tu ne sais pas comment lier les choses. Et c'est ça que, quelque part, je pense, Vanda, reste pour nous, les humains, et peut-être la création aide à ça, une sorte de fantasme, rentrer dans un temps justement qui ne soit plus linéaire et qui nous permette d'atteindre des choses qui sont totalement différentes et une sorte de réel qu'on peut vivre enfin. Je ne sais pas.
Oh, j'espère qu'on va vivre ensemble nos rêves. Merci beaucoup, David. Merci à toi, Wanda.